Les discussions organisées à Genève le jeudi 26 février 2026 entre les États-Unis et l'Iran se sont interrompues en moins d'une heure. La rencontre réunissait Steve Witkoff et Jared Kushner face au ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi dans un complexe diplomatique suisse sous médiation d'Oman. Moins de 45 minutes après le début des échanges, les pourparlers étaient terminés. Selon plusieurs sources proches des discussions citées par Reuters, la délégation américaine ne s'est pas présentée avec un cadre de négociation classique, mais avec une série d'exigences qualifiées de non négociables. Washington aurait demandé le démantèlement complet des principales installations nucléaires iraniennes, l'arrêt définitif de l'enrichissement d'uranium sans clause de limitation dans le temps, le transfert de tout l'uranium enrichi vers un pays tiers, ainsi que l'acceptation d'inspections permanentes de l'Agence internationale de l'énergie atomique sur des sites militaires. Les États-Unis auraient également exigé la fin du programme de missiles balistiques iraniens et la cessation du soutien de Téhéran au Hezbollah, aux Houthis au Yémen et aux milices chiites irakiennes. En contrepartie, une levée progressive des sanctions était évoquée, sous conditions. De son côté, l'Iran aurait proposé une suspension de l'enrichissement pour une durée de 3 à 5 ans, un maintien d'un enrichissement à faible niveau sous supervision régionale et un contrôle renforcé de l'Agence internationale de l'énergie atomique. L'écart entre les positions des deux parties a été décrit comme impossible à combler. La rapidité de l'échec tranche avec les usages diplomatiques. En règle générale, des négociations de cette ampleur s'étendent sur plusieurs heures, voire plusieurs jours, avec des échanges indirects entre délégations, des ajustements de formulation et des compromis progressifs. Ici, l'interruption au bout de 45 minutes a immédiatement alimenté l'idée d'une impasse programmée. Dans les heures qui ont suivi, les premières informations ont circulé dans les médias internationaux. Reuters a évoqué des divergences majeures avant même la clôture officielle de la rencontre. CNN a parlé de discussions au point mort. Le récit dominant a rapidement présenté l'Iran comme refusant les conditions américaines. À Washington, le contexte politique est marqué depuis plusieurs semaines par une rhétorique ferme à l'égard de Téhéran. Le président Donald Trump a multiplié les déclarations publiques affirmant que les États-Unis ne permettraient pas à l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire. L'organisation de pourparlers à Genève avait été présentée comme une tentative diplomatique majeure, destinée à démontrer que toutes les voies pacifiques avaient été explorées. Dans ce cadre, l'échec rapide des discussions ouvre un nouveau chapitre de tension. En droit international, la notion de justification d'un recours à la force repose en partie sur l'épuisement des solutions diplomatiques. La séquence observée à Genève intervient ainsi dans un climat de forte pression politique et stratégique, où la question n'est plus seulement nucléaire, mais régionale. Les événements survenus parallèlement aux discussions confirment l'ampleur des enjeux. Alors que les diplomates se trouvaient encore en Suisse, des signaux forts ont été envoyés depuis l'Iran. Dans la ville sainte de Qom, un drapeau rouge a été hissé au sommet de la mosquée de Jamkaran. Dans la tradition chiite, ce symbole signifie qu'un sang a été versé injustement et qu'une réponse est attendue. La scène a été diffusée en direct par la télévision d'État iranienne. La dernière fois que ce drapeau avait été arboré à Qom remonte à juin 2025, après des frappes israéliennes ayant tué des commandants des gardiens de la Révolution et des scientifiques liés au programme nucléaire. Ce précédent illustre la dimension symbolique et stratégique de ce geste. Ainsi, en moins d'une journée, l'échec des discussions de Genève, la communication officielle iranienne et la couverture médiatique internationale ont contribué à redéfinir l'équilibre diplomatique. Les négociations n'ont pas seulement échoué, elles ont modifié le cadre politique dans lequel s'inscrit désormais toute initiative future entre Washington et Téhéran. Dans les heures qui ont suivi l'interruption des discussions à Genève, les signaux de tension se sont multipliés au Moyen-Orient. Selon CNN, citant des responsables du renseignement américain, la National Security Agency a détecté une hausse significative des communications chiffrées entre le quartier général de la force Al-Quds des gardiens de la Révolution à Téhéran et des réseaux affiliés au Yémen, au Liban, en Irak et en Syrie. Les services américains n'ont pas indiqué le contenu de ces échanges, mais ont relevé une augmentation du volume, des connexions et des schémas de transmission considérés comme inhabituels. Des responsables du Pentagone, s'exprimant sous couvert d'anonymat auprès de plusieurs médias, ont confirmé que le commandement central américain, le CENTCOM, avait relevé le niveau d'alerte de ses installations dans la région à son plus haut niveau en temps de paix.
Aucune menace spécifique n'a été mentionnée, mais les autorités ont évoqué une accumulation simultanée d'indicateurs de risque sur plusieurs théâtres d'opération. Au cœur des préoccupations stratégiques figure le détroit d'Ormuz, passage maritime long d'environ 104 000 et large de 21 000 à son point le plus étroit. Environ 20 millions de barils de pétrole y transitent chaque jour, soit près de 20% de l'approvisionnement mondial. En 2024, 84% du brut et des condensats transportés par ce détroit étaient destinés au marché asiatique, principalement la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud, qui représentaient ensemble 69% des flux. Le mardi 17 février, soit avant même la tenue des discussions de Genève, les gardiens de la révolution iraniens ont conduit des exercices militaires avec tirs réels dans le détroit. Les médias d'État iraniens ont diffusé des images de vedettes rapides lançant des missiles contre des cibles simulées. Le trafic maritime a été brièvement interrompu. Si la perturbation n'a duré que quelques heures, les marchés ont réagi immédiatement. Selon Bloomberg, le prix du baril est passé de 68 $ à plus de 70 $ en quelques heures. À la suite de ces exercices, le marché de l'assurance maritime a réagi. Lloyd's of London a relevé les primes de risque de guerre pour les navires traversant le Golfe. Certains opérateurs de pétroliers ont vu leur coût d'assurance tripler. Les compagnies maritimes ont été confrontées à un choix. Maintenir le passage par le détroit d'Ormuz avec des coûts accrus et un risque sécuritaire plus élevé, ou contourner l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance, ajoutant environ 6 000 milles nautiques au trajet, jusqu'à 15 jours de navigation supplémentaire et près de 300 000 $ de carburant par voyage. Plusieurs importateurs européens d'énergie ont opté pour l'itinéraire plus long. Des compagnies maritimes publiques chinoises ont poursuivi leur transit par Ormuz, tout en demandant des garanties gouvernementales contre d'éventuelles pertes. Aucune attaque directe contre des navires commerciaux n'a été signalée lors des exercices iraniens, mais l'effet sur les marchés a été immédiat. Parallèlement, le Wall Street Journal, citant des responsables de la défense, a rapporté que le renseignement américain estimait que l'Iran avait prépositionné des stocks de mines navales le long de ses côtes et à bord de vedettes rapides capables de les déployer rapidement. Les mines modernes, selon ces sources, peuvent être équipées de capteurs acoustiques et magnétiques permettant d'identifier des types spécifiques de navires et d'être activées à distance. L'expérience de l'Iran en matière de guerre des mines remonte à la guerre Iran-Irak entre 1980 et 1988, période durant laquelle des mines avaient été déployées dans le Golfe. En avril 1988, la frégate américaine USS Samuel B. Roberts avait heurté une mine, subissant de lourds dommages. Depuis, l'Iran a développé des capacités navales asymétriques, notamment au sein de la marine des gardiens de la Révolution, qui dispose de nombreuses embarcations rapides adaptées à la pose de mines. La marine américaine maintient à Bahreïn une force spécialisée dans la lutte contre les mines, la Task Force 56, équipée de véhicules sous-marins autonomes et d'équipes de neutralisation. Toutefois, les experts militaires soulignent que le déminage d'une zone étendue reste une opération lente et complexe, nécessitant l'identification et la neutralisation individuelle de chaque engin dans un environnement potentiellement exposé à des tirs de batteries côtières. En juin 2025, l'amiral à la retraite John Kirby avait estimé sur CNN qu'une opération iranienne de pose de mines à grande échelle pourrait bloquer le détroit d'Ormuz pendant 2 à 3 semaines, voire davantage selon les conditions météorologiques. Une fermeture de cette durée représenterait une interruption de 280 à 420 millions de barils de pétrole. Des analystes de Rapid Energy, cités par Fortune, estiment qu'un conflit limité avec l'Iran, même sans fermeture complète du détroit, pourrait porter le prix du baril à 85 ou 90 $. Une perturbation directe du trafic pourrait propulser les cours au-delà de 100 $, voire vers 120 $. De tels niveaux auraient des répercussions mondiales sur l'inflation, les coûts de transport et la production industrielle. Dans ce contexte déjà tendu, un autre événement est venu accroître les risques d'escalade. Le 25 février, quelques heures avant l'ouverture des discussions de Genève, des avions israéliens ont frappé un convoi près de Damas. Plusieurs membres du personnel iranien auraient été tués et des armes destinées au Hezbollah détruites. Le Pentagone a confirmé à ABC News et au Washington Post qu'Israël n'avait pas informé les États-Unis avant de mener cette opération. Des responsables du Pentagone ont indiqué au Washington Post que cette absence de notification augmentait les risques pour les forces américaines stationnées dans la région.
Les États-Unis et Israël disposent habituellement de mécanismes de coordination militaire étroits, notamment pour éviter tout incident dans un espace aérien partagé. Selon plusieurs anciens responsables américains cités par le Guardian, des frappes israéliennes menées sans coordination préalable ont, par le passé, précédé des phases d'escalade régionale. En avril 2024, une frappe contre le consulat iranien à Damas avait été suivie d'une attaque massive de drones et de missiles iraniens contre Israël. En juin 2025, des frappes sur des sites nucléaires iraniens avaient déclenché un conflit de 12 jours. L'ensemble de ces développements place désormais la région dans une situation de forte incertitude stratégique. Les discussions de Genève se sont soldées par un échec rapide, mais les conséquences dépassent le cadre diplomatique. Les signaux militaires, économiques et politiques observés depuis témoignent d'une phase de tension accrue, susceptible d'affecter simultanément plusieurs fronts au Moyen-Orient. Au-delà des développements immédiats, les événements consécutifs à l'échec des discussions de Genève s'inscrivent dans un contexte régional marqué par des capacités asymétriques et des alliances militaires complexes. L'Iran ne dispose pas d'une force conventionnelle comparable à celle des États-Unis, mais s'appuie sur un réseau structuré de partenaires et de groupes armés dans plusieurs pays du Moyen-Orient. La force Al-Quds des gardiens de la Révolution est chargée de coordonner ces réseaux, notamment au Liban, en Syrie, en Irak et au Yémen. Au Liban, le Hezbollah est considéré comme l'acteur non étatique le plus fortement armé de la région, avec un arsenal estimé à environ 150 000 roquettes et missiles. Au Yémen, les Houthis ont démontré leur capacité à perturber durablement le trafic maritime en mer Rouge, malgré une campagne aérienne américaine de 52 jours. En Irak, des milices chiites intégrées aux structures de sécurité nationale disposent d'une proximité géographique directe avec des bases américaines. Les responsables militaires américains redoutent un scénario d'attaque simultanée sur plusieurs théâtres. Des tirs de roquettes contre des installations américaines en Irak, des frappes de drones contre des infrastructures énergétiques en Arabie Saoudite, des salves de missiles du Hezbollah vers le nord d'Israël ou encore des perturbations dans le détroit de Bab el-Mandeb figurent parmi les hypothèses étudiées par les analystes. Ce type d'action coordonnée viserait moins à remporter une victoire militaire décisive qu'à multiplier les coûts humains, économiques et politiques d'un affrontement prolongé. Sur le plan économique, la sensibilité des marchés de l'énergie demeure centrale. Une hausse durable des prix du pétrole, au-delà de 100 $ le baril, aurait des répercussions directes sur l'inflation mondiale, les coûts de transport et la production industrielle. Les importateurs asiatiques, particulièrement dépendants du détroit d'Ormuz, seraient immédiatement exposés. Les réserves stratégiques de certains pays, dont la Chine, sont conçues pour faire face à des catastrophes naturelles ou à des ruptures temporaires, et non à une fermeture prolongée d'un point de passage stratégique. En Europe, une réduction significative des flux énergétiques entraînerait probablement des mesures d'urgence, incluant des restrictions de consommation et des ajustements budgétaires. Aux États-Unis, une flambée des prix à la pompe aurait un impact direct sur le pouvoir d'achat des ménages. Les analystes soulignent que l'énergie demeure un facteur déterminant de stabilité économique et politique. Dans ce contexte, l'administration américaine se retrouve confrontée à un dilemme stratégique. Après avoir affirmé privilégier la voie diplomatique, l'échec rapide des discussions de Genève modifie le cadre de décision. La séquence des événements, rhétorique ferme, tentative de négociation, rupture rapide, alimente un débat sur les options désormais ouvertes, qu'elles soient diplomatiques, économiques ou militaires. Du côté israélien, la frappe menée près de Damas le 25 février a renforcé la perception d'une dynamique d'escalade, indépendante des discussions bilatérales entre Washington et Téhéran. Les précédents récents, évoqués par d'anciens responsables américains, montrent que des opérations ciblées ont déjà servi de déclencheur à des confrontations plus larges dans la région. À ce stade, aucun engagement militaire direct entre les États-Unis et l'Iran n'a été annoncé. Toutefois, les mouvements d'alerte, les signaux envoyés par Téhéran et les réactions des marchés internationaux témoignent d'un environnement stratégique instable. Les équilibres reposent désormais sur la capacité des acteurs à éviter une erreur d'appréciation susceptible de provoquer une confrontation ouverte. Les discussions de Genève, interrompues en moins d'1 heure, marquent ainsi un tournant diplomatique. Les conséquences potentielles dépassent le cadre du dossier nucléaire et touchent à la sécurité énergétique mondiale, à la stabilité régionale et aux équilibres géopolitiques entre grandes puissances.
L'évolution de la situation dépendra des décisions prises dans les prochaines semaines à Washington, à Téhéran et dans les capitales régionales concernées. Pour suivre l'évolution de ce dossier et l'ensemble de l'actualité internationale, abonnez-vous à notre chaîne.